et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour ce nouveau rendez-vous des Jeudis de l'Agro. Bonjour Milena, qui est Bonjour. avec nous en direct de Dubaï. Je vais te présenter un peu plus en détail tout à l'heure, Milena, mais merci beaucoup d'être avec nous ce matin, de nous consacrer ton temps précieux et puis de partager ton expertise avec les entreprises bretonnes qui sont inscrites à ce webinaire. Donc, les jeudis de l'agro, c'est un rendez-vous, vous le savez, un récurrent que l'on vous propose tout au long de l'année. Je vous proposerai d'autres jeudis de l'agro sur la fin de l'année et puis, bien sûr, on perpétuera sur 2023. L'objectif de ces jeudis de l'agro, c'est de vous dresser un panorama concret, global et pragmatique des différentes opportunités qui s'offrent à vous dans le secteur de l'agroalimentaire et de parler aussi donc des différentes productions locales, des réseaux de distribution, des canaux de distribution, des how to do business dans le pays ciblé. Donc voilà, ça dresse vraiment beaucoup de champs qui vous sont utiles pour bien aborder le marché, que vous soyez primo-exportateur ou déjà aguerri sur tel ou tel marché. Pour démarrer, j'aimerais remercier nos deux partenaires, Produits en Bretagne et la BEA, qui nous accompagnent tout au long de l'année. Et c'était le cas aussi l'année dernière quand j'ai commencé ce parcours filière sur les jeudis de l'agro. Donc, merci à nos deux partenaires de nous suivre fidèlement sur ce projet. Alors, pourquoi les Émirats arabes unis? Vous savez, les Émirats arabes unis, ça constitue aujourd'hui le deuxième marché agroalimentaire au sein du Conseil de coopération du Golfe, le GCC en anglais. Deuxième marché après l'Arabie saoudite. Euh, Même s'il y a un climat difficile et des ressources limitées en eau, par exemple, aux Émirats, c'est vrai qu'ils importent 80% de leurs besoins. Donc, il y a une réelle opportunité pour vous, entreprise bretonne de l'agroalimentaire. Le pays, il offre beaucoup d'opportunités parce qu'il y a un pouvoir d'achat élevé, une diversité de consommation. Comme vous le savez, il y a énormément de nationalités qui sont présentes sur le territoire. On en répertorie environ 180. Et puis, il y a aussi cette position géographique des Émirats qui en font un hub régional de réexportation vers tous les pays d'Asie, d'Afrique et du Golfe en général. Donc, ça nous paraissait vraiment pertinent et nécessaire de vous exposer ces opportunités dans l'agroalimentaire qui sont présentes donc sur les Émirats arabes unis. Alors, je n'arrive pas à revenir sur mon écran, désolée. Voilà. Donc, Milena, qui est avec nous ce matin, fait partie de la CCI France Émirats Arabes Unis. Elle est Deputy Managing Director de l'Office du bureau de Dubaï. Vous connaissez peut-être l'entité aussi sous le nom de French Business Council. L'entité dont fait partie Milena est partenaire du réseau agréé de prestataires à l'étranger de BCI depuis de nombreuses années. Et Milena, voilà, on a l'habitude de travailler avec nous et inversement pour vous accompagner sur la zone des Émirats. Milena, si tu veux ajouter quelque chose sur Oui, juste, ton merci. expertise au sein de la CCI France. Oui, merci Karen. Donc moi, je suis aux Émirats effectivement depuis 15 ans maintenant et à la Chambre depuis 9 ans. Donc effectivement, certes, comme le disait Karen, certains d'entre vous connaissent peut-être la structure sous le nom de FBC, French Business Council, auparavant. Et parce que historiquement, il y avait deux chambres, une à Dubaï et une à Abu Dhabi. Et nous nous sommes unis en cours de l'année dernière pour créer la CCI France EAU et pour couvrir tout le territoire national. Donc moi, je suis la directrice adjointe du bureau de Dubaï, comme Karen l'a dit aussi, et je m'occupe de tout ce qui est appui aux entreprises. Donc j'ai une équipe de 6 personnes qui sont chacune spécialisées sur un secteur en particulier. Et moi-même, j'ai fait pas mal de missions dans l'agroalimentaire avant d'être directrice adjointe. Donc je connais bien le marché, je connais bien aussi BCI et les entreprises bretonnes. Voilà, qu'on a eu plaisir d'accompagner à maintes fois déjà. C'est vrai. Merci beaucoup, Milena. Décidément, les aléas du direct. Voilà.
J'ai du mal avec ma souris ce matin, désolée. Comme le veut la tradition, je vais vous passer cette petite vidéo qui va vous présenter en 4 minutes les différents services de BCI. Avant de lancer la vidéo, un petit rappel sur le fonctionnement de ce webinaire. C'est vraiment un moment que je veux privilégier pour vous. Donc, n'hésitez pas à intervenir, à nous couper la parole s'il le faut pour rebondir sur les propos de Milena, poser des questions sur des choses sur lesquelles on ne serait pas allé assez en détail là ce matin. Alors, Milena n'aura peut-être pas des réponses, pardon, précisément sur telle ou telle nomenclature produit et les spécificités qui incombent à cette nomenclature produit, mais il est tout à fait possible après le webinaire d'organiser très rapidement une visio avec Milena, avec moi ou Eric, le chargé d'affaires que vous connaissez tous de BCI. Donc surtout, n'hésitez pas à prendre la parole pour poser des questions, pour partager votre expérience. Personne mieux qu'un entrepreneur peut s'adresser concrètement à un autre entrepreneur. Ça, je le dis, je le répète à chaque fois. Donc, surtout, s'il vous plaît, considérez ce webinaire vraiment comme un moment d'échange qui est le vôtre et n'hésitez pas à prendre la parole. Alors, vous pouvez poser vos questions par écrit avec le petit module de discussion ou alors activer vos micros et puis échanger avec nous de manière orale. Mais vraiment, encore une fois, n'hésitez pas à prendre la parole. On n'attendra pas la fin pour les questions-réponses. Je les prendrai au fil de l'eau, au fur et à mesure des différents points que l'on va aborder ce matin. Alors, je vais lancer la petite vidéo. Dites-moi si le son fonctionne bien. Si ce n'est pas le cas, je ferai une petite manip. On se retrouve dans 4 minutes 30. Vous souhaitez consolider ou développer votre C'est bon? entreprise à l'international? BCI, Bretagne Commerce International, association soutenue par près de 1000 entreprises adhérentes, vous accompagne à chaque étape de votre développement, quelle que soit votre taille ou votre secteur d'activité, que vous soyez adhérent ou non. Grâce à la diversité de ses métiers, aux compétences opérationnelles de son équipe sur tout le territoire breton, ainsi qu'à l'appui de son réseau de prestataires agréés à l'étranger, BCI est à vos côtés dans tous les aspects de votre développement international, depuis l'information technique, réglementaire et stratégique, jusqu'au développement commercial à l'étranger. BCI travaille à 2 objectifs. Tout d'abord, favoriser l'export des entreprises bretonnes par la sensibilisation et l'information grâce à de nombreux services gratuits dont 3867 conseils techniques, réglementaires ou stratégiques, 1762 rendez-vous en entreprise, 79 réunions d'information et 244 actions diverses. Ainsi que par l'accompagnement des entreprises sur les marchés étrangers avec 226 prestations individuelles à l'étranger, 40 délégations d'acheteurs étrangers et 6 salons internationaux. En 2020, BCI a réalisé 8500 accompagnements auprès de plus de 1800 entreprises bretonnes. BCI œuvre également à favoriser l'investissement étranger en Bretagne. Grâce à son service Invest in Bretagne, BCI identifie et accompagne les projets d'investissement étranger en Bretagne. Aujourd'hui, plus de 300 entreprises à capitaux étrangers y sont implantées, employant près de 35 000 personnes. BCI s'attache aussi à rester agile et réactive afin de répondre, dans un monde en plein bouleversement, à vos nouvelles problématiques. Afin de vous tenir informé de l'évolution de la situation mondiale liée au Covid-19, BCI a quotidiennement enrichi sa plateforme BCI Info et organisé avec ses prestataires étrangers différents webinaires. Pour vous aider à rebondir face à la crise, BCI s'est également mobilisé afin de vous informer sur les dispositifs d'aide pouvant être mis à votre disposition, comme le plan de soutien ou le plan de relance export. Enfin, pour vous préparer au Brexit et à ses conséquences, BCI a mis en place un numéro vert, une veille spécifique, des webinaires et délivré des conseils sur mesure à plus de 170 entreprises. Pour faciliter votre développement international tout en s'adaptant aux contraintes sanitaires et au monde de demain, BCI poursuit sa transformation numérique. En proposant ses services au format dématérialisé, comme des réunions d'information en distanciel, des rendez-vous acheteurs en visioconférence ou des émissions pour exporter sans se déplacer. En adaptant l'Open de l'international en format online, avec 600 rendez-vous B2B réalisés en 2020 et une édition 2021 qui a rassemblé plus de 750 participants et plus de 1000 rendez-vous B2B. En faisant évoluer son site web et BCI Info, son service de veille et d'information. Et enfin, en créant de nouveaux services comme BCI Connect,
l'outil de mise en relation en toute confidentialité de dirigeant à dirigeant, Suppliers from Bretagne, la plateforme de promotion des entreprises auprès d'acheteurs étrangers ou encore Business to Students, l'interface entre les entreprises bretonnes et les étudiants bretons ou suivant un cursus à dimension internationale en Bretagne. BCI, c'est aussi un mode de fonctionnement unique avec une gouvernance assurée par un conseil de surveillance présidé par ses financeurs. Le Conseil régional de Bretagne et la Chambre régionale du commerce et d'industrie, et un directoire de 12 chefs d'entreprise élus parmi ses adhérents et renouvelés au deuxième semestre 2021. BCI agit pour l'internationalisation de l'économie bretonne. Cette action est mesurée chaque année par une étude qualitative. Ainsi, en 2020, sur un panel de 300 entreprises, 98% d'entre elles sont satisfaites de l'accompagnement de BCI. En effet, malgré la crise, 28,3% de ces entreprises ont maintenu ou généré un développement concret de leur activité. 44,5% d'entre elles ont maintenu leur chiffre d'affaires, 21,6% l'ont augmenté, 28,9% ont maintenu leur emploi et 12% en ont créé. Avec Bretagne Commerce International, rejoignez les entreprises bretonnes qui osent le monde. Vous souhaitez consolider? Merci beaucoup pour votre attention. J'aimerais faire un tout petit focus, revenir juste sur Suppliers from Bretagne. Si vous êtes adhérent de BCI, vous savez que ce nouveau service vous est totalement dédié. C'est une e-vitrine, un catalogue en ligne de tous les services et de tous les produits des entreprises adhérentes à Bretagne Commerce International, tout secteur confondu. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur la plateforme, donc qui est réservée aux adhérents, je vous invite à contacter soit votre chargé d'affaires, soit moi. Envoyez-nous un petit mail et puis on fera ensemble votre inscription sur cette plateforme. L'objectif de cette e-vitrine ou de ce e-catalogue, c'est évidemment donc, que vous soyez visible par des acheteurs étrangers, par des partenaires étrangers qui peuvent prendre directement contact avec vous via cette plateforme, sachant que nous, on qualifie et on sélectionne les gens qui vous contactent. On fait une présélection pour valider le fait que cette personne soit intéressante pour vous ou pas. Donc vraiment, vraiment, si vous n'êtes pas encore sur Suppliers from Bretagne, envoyez-moi un petit mail ou contactez votre chargé d'affaires pour que ce soit le cas rapidement. Ouais, j'ai une question du coup, Karen, à Ouais, propos de cette plateforme que je trouve super. C'est en anglais? oui, D'accord, OK. oui, oui. Bon, moi, nous, on pourrait déjà aussi, enfin, dans notre newsletter mensuel, en faire mention. Ah Si bah tu veux, on en volontiers. parle Oui, oui, on après. compte On en bien parle au après. contraire, on en Ouais. parlera après. Mais oui, oui, elle est Et en anglais puisque le premier mmh, public de cette e-vitrine, ce sont les étrangers. Donc, ouais. donc oui, oui, elle est en anglais. Mais n'hésitez pas à revenir vers moi pour qu'on en parle. Et puis Milena, on va faire ça, le petit plan promo après le webinaire. Oui. Deuxième focus très, très important. Vous savez, cette année 2022, c'est le 10e anniversaire de l'Open de l'International. Si ce n'est pas déjà fait, je vous demande de cocher dans vos agendas le lundi 4 juillet. Ce 10e anniversaire de l'Open se déroulera au Parc des Expos à Saint-Brieuc. On a l'habitude de dire que cet Open de l'International, c'est l'occasion pour vous, entreprise bretonne, de faire le tour du monde en une journée. C'est vraiment le cas. C'est un événement qui est devenu incontournable, qui nous est farouchement jalousé par d'autres régions. Donc, si ce n'est pas déjà fait, les inscriptions ont été ouvertes la semaine dernière en ligne. Vous avez le site web dans le bas de la diapo là. Donc, allez vous inscrire. C'est totalement gratuit. Inscription obligatoire, mais gratuite. Et pendant cet Open, pour ceux qui ne le savent pas, qui n'auraient pas encore participé, c'est l'occasion donc déjà de rencontrer nos prestataires agréés à l'étranger qui font le déplacement exprès pour vous rencontrer en rendez-vous B2B. On a une grosse plateforme de rendez-vous B2B où vous pouvez échanger avec des prestataires agréés, avec d'autres entreprises bretonnes. C'est vraiment un lieu privilégié de réseautage et d'échange. On vous propose aussi tout au long de la journée différents ateliers thématiques, des retours d'expérience, des focus pays, des ateliers de bonnes pratiques. Et puis, vous avez ce qu'on appelle un village partenaire. Il y en a plus d'une vingtaine où vous retrouvez tous les gros acteurs régionaux qui peuvent vous aider dans vos démarches et votre structuration à l'international. Donc, à noter dans vos agendas, le lundi 4 juillet à Saint-Brieuc, ça dure toute la journée et les inscriptions sont possibles, sont ouvertes en ligne.
On va maintenant rentrer dans J'ai ce juste une petite sujet question. fort. Est-ce que Oui, Milena sera présente? Est-ce que pardon? Milena sera présente? Alors, la CCI France UAE sera présente effectivement, mais ce sera notre directrice générale, Agnès Lopez-Cruz, qui a l'habitude de venir, qui sera présente. Donc, elle est enregistrée sur la plateforme. C'est moi qui vais gérer ces rendez-vous. Donc, vous pouvez d'ores et déjà demander rendez-vous avec elle sur la plateforme. Merci. Tout se fait, oui, sur la plateforme. La prise de rendez-vous, vous avez votre agenda qui se cale automatiquement en fonction des disponibilités des gens que vous sollicitez. Vous pouvez vous-même être sollicité, bien évidemment, par tous les participants qui sont inscrits sur la plateforme. C'est du matchmaking qui se fait automatiquement grâce au site web que l'on a créé spécifiquement pour l'Open de l'international. Mais si vous avez des questions relatives à l'Open, n'hésitez pas à revenir vers moi. Donc ce matin, nous allons vous parler de l'agroalimentaire aux Émirats arabes unis. 5 grands points. Milena va d'abord commencer par vous faire une brève présentation de la Team France aux Émirats et de la CCI France Émirats arabes unis. Ensuite, on va parler de la zone de coopération du Golfe et les Émirats arabes unis. En point 3, on parlera de l'agroalimentaire, secteur porteur, vous l'avez compris, pour vous, entreprise française. On fera différents focus dans ce troisième point. On attaquera ensuite les réseaux et les canaux de distribution. Et puis enfin, Milena nous donnera les tips, les bons conseils pour faire des affaires aux Émirats arabes unis. La culture des affaires et la culture tout court n'est pas la même, évidemment. Donc, il y a des petites choses à savoir pour éviter les impairs lorsque vous faites des affaires avec des partenaires sur la zone. Je te laisse la parole, Milena. Tu me dis si je passe pas les slides Oui, tu peux assez déjà vite. passer à la slide suivante. Donc, juste rapidement pour vous parler de la Team France aux Émirats arabes unis. Donc, il y a vraiment tous les acteurs qui sont représentés puisque, en fait, Dubaï est un bureau régional pour beaucoup de ces acteurs comme BPI, comme INPI, comme la Cofrex qui s'occupait du pavillon France de l'Expo 2020 qui vient de terminer. Donc, nous avons la French Tech qui est présente depuis 2016, ici aussi, les CCEF, les conseillers du commerce français à l'extérieur, un bureau Business France et bien sûr, nous, l'ambassade et le consulat. Tu peux passer à la slide suivante. La Chambre de commerce, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous nous sommes unifiés avec Abu Dhabi l'année dernière. Donc, on est membre du réseau CCI France International qui regroupe 125 chambres dans 95 pays. Nous sommes la plus grande communauté d'affaires française, francophone et francophiles au Moyen-Orient. Donc, il y a quelques autres chambres dans certains pays comme Bahreïn, Liban, Qatar. Et puis d'autres pays comme l'Arabie Saoudite, il n'y a pas de chambre parce que pour la simple raison, c'est qu'il n'y a pas de droit à l'association. Et Oman, il n'y a pas eu suffisamment d'entreprises françaises qui sont installées sur place ou alors c'est géré depuis ici très souvent. Donc, on a un réseau de près de 500 entreprises membres. Il faut savoir que ces entreprises membres ne sont pas seulement des entreprises françaises. On a aujourd'hui 70% de nos membres qui sont français et 30% des membres qui sont des sociétés internationales ou locales qui ont un intérêt particulier à développer du business avec la communauté d'affaires française. Et puis, au niveau de la typologie de nos membres, en fait, on a un réseau, une communauté assez diverse avec 52% de nos membres qui sont des PME et des startups et puis 48% qui sont des multinational companies. Donc, pour chaque type de communauté d'affaires, on a aussi des services particuliers pour les animer. Tu peux passer à la slide suivante. Les services donc, pour accompagner les entreprises françaises, j'y reviendrai peut-être plus en fin de présentation, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, on a toute une panoplie de services pour accompagner les entreprises françaises qui veulent soit s'informer, prospecter, s'implanter et se développer sur place. Donc, c'est vraiment un cheminement de l'entreprise à partir du moment où elle s'intéresse au marché jusqu'à son implantation et jusqu'à ce qu'elle devienne membre. Nous, on a plusieurs membres qu'on a pu accompagner comme ça sur la durée. Donc voilà, si vous avez des questions à propos de ces services, nous pourrons en parler par la suite. Voilà. Et ce qu'il est important de savoir aussi, c'est qu'on
on peut dire que nous sommes une organisation franco-émirienne. Pourquoi? Parce que les chambres de commerce ici ont la particularité d'être sponsorisées à Dubaï par la Dubai Chamber, à Abu Dhabi par la Abu Dhabi Chamber, qui sont des entités locales. Et puis, nous avons développé des relations privilégiées avec diverses entités gouvernementales dans divers secteurs afin de faire du lobbying auprès de ces entités gouvernementales et de pousser le savoir-faire français, aussi bien au niveau d'Abu Dhabi que de Dubaï, en organisant des grands forums, des conférences avec ce type d'entité ou des présentations, des rencontres acheteurs. Tu peux passer à la slide suivante. Donc, je vais brièvement vous présenter les Émirats arabes unis et le GCC. Donc, les Émirats arabes unis, c'est un ensemble de 7 Émirats qui a vu le jour en 1971. Donc, on a fêté l'année dernière le jubilé, les 50 ans pendant l'Expo. C'est aujourd'hui 10 millions d'habitants, environ 30 000 Français qui sont enregistrés au consulat. Donc, c'est les chiffres du consulat, mais avec 400 000 francophones. Pourquoi 400 000 francophones? Parce qu'en fait, il y a une grosse communauté libanaise ici qui est, elle, francophone, et une grosse communauté aussi de l'île Maurice, de la Réunion et d'Afrique du Nord qui sont French speaking. Au niveau du PIB, donc, la plupart du PIB est concentré sur Abu Dhabi, parce qu'Abu Dhabi est l'émirat qui détient le plus de pétrole, et Dubaï est plutôt une capitale commerciale ou une ville de service en quelque sorte. Je vais y revenir dans les slides suivantes. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Ce qu'il faut retenir des Émirats arabes unis, c'est ce que disait aussi Karen tout à l'heure, c'est que c'est la position stratégique, c'est la position de hub régional. Et nous, en tant que chambre, on se positionne aussi comme ça, parce que la plupart de nos membres ici s'installent à Dubaï pour rayonner sur la zone GCC, sur l'Afrique du Nord, sur l'Afrique de l'Est, maintenant de plus en plus vers l'Afrique de l'Ouest aussi, et une partie de l'Asie et le Proche et Moyen-Orient. Donc, c'est la deuxième économie du Golfe derrière l'Arabie saoudite, avec un PIB par habitant assez élevé qui est dû aux ressources pétrolières du pays. Donc, c'est une société cosmopolite avec plus de 180 nationalités différentes qui cohabitent et des religions aussi différentes qui arrivent à cohabiter. Et donc, ça en fait un marché test intéressant pour les entreprises qui veulent se développer dans la région. Tu peux passer à la slide suivante. Merci. Donc, Abu Dhabi est la capitale énergétique et la capitale fédérale des Émirats arabes unis. Donc, c'est Abu Dhabi qui met en place les stratégies de développement au niveau fédéral pour les 7 Émirats, même si après, au niveau de chaque Émirat, il peut y avoir des stratégies particulières dédiées à certains secteurs. C'est aussi l'émirat où les fonds souverains sont les plus importants au monde, avec Adia et Mubadala. Donc, Mubadala aussi est un véhicule financier qui a passé un partenariat l'année dernière avec BPI pour le développement d'entreprises françaises ici. Donc, la plupart des ressources d'hydrocarbures sont basées là-bas, alors que Dubaï, slide suivante, s'il te plaît, est plutôt la capitale, ce qu'on va dire, commerciale, qui s'est développée sur le modèle un peu de Singapour depuis 30-40 années. Donc là, la photo que vous voyez à l'écran, c'est Dubaï au début des années 50, où c'était juste un village de pêcheurs. Maintenant, c'est une grande métropole. Ils se sont développés aussi au niveau des échanges de services, tout ce qui est infrastructure majeure, que ce soit aéroportuaire, portuaire, avec le port de Jebel Ali, qui est le 9e port au monde au niveau des échanges. Et puis, la création et multiplication de zones franches spécialisées ou pas pour favoriser justement l'installation d'entreprises étrangères ici. Tu peux passer à la slide suivante. Merci. Donc, juste rapidement, donc la relation bilatérale entre les deux pays est assez ancienne, donc qui a commencé avec une coopération militaire avec Abu Dhabi qui est toujours en cours. La Sorbonne qui s'est implantée à Abu Dhabi il y a quelques années et le Louvre aussi il y a quelques années. Et puis de plus en plus de structures françaises, même dans l'éducation, qui s'implantent ici, parce qu'on a l'EM Normandie qui s'est implanté en décembre 2021,
On a Schema qui veut s'implanter, on a Audencia qui veut s'implanter, parce que sur le secteur de l'éducation, il y a énormément à faire, notamment. Au niveau des échanges commerciaux entre les deux pays, tu peux passer à la slide suivante. Voilà. Donc, les Émirats arabes unis sont le premier client de la France parmi les pays du Proche et Moyen-Orient et le troisième excédent commercial de la France au niveau mondial, derrière Singapour et les États-Unis, je crois. Donc, c'est vraiment à avoir en tête parce que voilà, ça veut dire qu'on exporte plus que ce qu'on importe. Et puis, les Émirats arabes unis sont le troisième fournisseur de la France dans la région. Alors, c'est plutôt concentré sur les produits hydrocarbures. Tu peux passer à la slide suivante. On dénombre aujourd'hui, enfin, d'après les services économiques de l'ambassade, et nous, on essaye aussi en tant que chambre de participer à ces chiffres, c'est plus de 600 entreprises françaises qui sont implantées sur toute la région, avec une forte présence dans les secteurs qui sont stratégiques pour les Émirats arabes unis. Donc, on vous a listé quelques secteurs importants avec aussi les entreprises françaises qui sont basées ici, sachant que ces secteurs sont aussi des secteurs où nous, en tant que chambre, on va être en capacité de délivrer des présentations, des focus marchés comme celui de l'agroalimentaire aujourd'hui, et où chaque personne de mon équipe se spécialise. Par exemple, moi, je suis spécialisée sur la santé agroalimentaire. J'ai d'autres personnes qui sont spécialisées sur la construction, le luxe retail, une autre sur le tourisme, etc. Ce qui nous donne vraiment une vraie connaissance du marché pour les entreprises françaises qui veulent se développer ici. Et ce qui est important aussi pour vous, entreprises, c'est de savoir que la plupart des grandes entreprises ici, des grands groupes, sont en capacité de vous intégrer dans des projets ou dans des appels d'offres de grande envergure. Donc, ce que je dis aux entreprises ou aux PME en France toujours, c'est de ne pas négliger enfin, voilà, de rencontrer aussi quand ils viennent ici les grands groupes, parce que ces grands groupes peuvent les positionner sur certains marchés. On va passer à la slide suivante. Ouais. Donc, comme je disais tout à l'heure, les entreprises qui s'installent ici s'installent vraiment pour avoir une ouverture régionale. Donc, on a même les PME ici qui s'installent vont rayonner sur toute la zone Moyen-Orient, voire Inde et Afrique. Et puis, ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est une plateforme commerciale et logistique, surtout Dubaï, qui permet aussi d'être un marché de réexport vers des marchés que vous auriez du mal à toucher depuis la France. On va passer à la slide suivante. Merci. Alors, vas-y. Donc, comme disait Karen tout à l'heure, c'est le deuxième plus gros marché au sein des GCC derrière l'Arabie Saoudite, quel que soit le secteur concerné. Donc, pour vous donner une idée de la taille de marché, comme j'ai dit tout à l'heure, les Émirats arabes unis, c'est 10 millions d'habitants, l'Arabie saoudite, c'est 30 millions d'habitants. Par contre, avec une répartition de la population un peu différente, dans le sens où la particularité des Émirats arabes unis, c'est que vous avez une grosse population d'expatriés. 85% de la population est expatriée et 15% de locaux seulement, versus l'Arabie saoudite, une tendance complètement inverse, avec 15% d'expatriés, même si ça a tendance à changer en ce moment, puisque l'Arabie saoudite a de gros projets et s'est ouvert énormément dernièrement pour pouvoir justement attirer des expatriés. Et 80 à 85% d'une population locale qui va avoir un pouvoir d'achat très diversifié. Pourquoi le secteur agroalimentaire est important ici? Parce que, à cause du climat, c'est un pays quand même assez sec où il fait chaud toute l'année et donc il doit importer 90% de ses besoins alimentaires. Même si les Émirats arabes unis ont fait beaucoup d'efforts ces dernières années justement pour développer la culture, la production locale, et ça j'en parlerai un petit peu plus tard. Ce qui se développe aussi énormément parce qu'ils ont eu du retard par rapport à l'Europe, c'est le développement du bio. Et puis les cultures hydroponiques et verticales, justement, qui ne requièrent moins d'eau et moins de terre
pour être moins dépendant au niveau des fruits et légumes, par exemple. Et puis, il y a une demande de plus en plus prononcée sur les produits liés à agritech. D'ailleurs, il y a un salon dédié tous les mois de février à ce sujet à Abu Dhabi. Vas-y, slide suivante, s'il te plaît. Donc, quelques chiffres et quelques informations sur le positionnement de la France et ce qu'on exporte beaucoup, donc beaucoup de boissons, alcool, eau, spiritueux, soda, beaucoup de produits laitiers, parce que même s'il y a une production laitière sur place, elle n'est pas suffisante pour le marché, des fruits, légumes, des viandes, des abats, et des produits d'épicerie fine et des produits d'épicerie fine pas mal. Oui, il y a pas mal de sociétés françaises qui sont implantées sur ce créneau. Il y a une très bonne image des produits français. Donc souvent, chez les distributeurs, vous allez avoir des Français ou des francophones qui travaillent dans ces entreprises, puis pas mal de chefs ou de responsables F&B français dans les restaurants et hôtels ici. Des événements spécifiques justement qui poussent aussi comment dire, la culture française autour de l'agroalimentaire. Vous avez certains exemples sur l'écran. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un marché concurrentiel dans le sens où vous allez avoir une grosse concurrence qui vient d'Asie, notamment l'Inde, la Chine, et puis d'autres pays d'Europe et de certains pays d'Afrique sur l'agroalimentaire. On peut passer à la slide suivante. Donc, je vous parlais tout à l'heure un peu de la production locale. Donc, j'ai listé sur la présentation les quelques produits qui sont produits ici localement, donc boulangerie, pâtisserie, meunerie, donc voilà. Énormément de volailles, puisque la consommation de volailles est très importante ici. Donc, il y a une production de 56 000 tonnes l'année dernière. Et pour vous donner une idée, ça couvre à peine 25% des besoins. Donc, je sais que certaines entreprises françaises et notamment bretonnes sont déjà positionnées sur ce secteur. Produits laitiers et lait, donc il y a une production sur place avec des usines qui ont des vaches en batterie, mais c'est aussi un secteur sur lequel les Français sont très bien positionnés. Pour vous donner quelques exemples, le paysan breton est vendu ici dans quelques chaînes de supermarchés. Production importante plutôt d'épices et transformation de fruits. Donc, on a des entreprises qui transforment ce type de produits. Au niveau des confiseries et chocolats, il faut savoir que des grandes marques comme Nestlé, comme Mars, comme Unilever ont toutes des usines de transformation ici sur place. Donc, en ce qui concerne la production locale, je vous ai parlé déjà de tout ce qui est volaille, produits laitiers. Fruits et légumes, tendance à augmenter aussi grâce aux cultures hydroponiques. Donc là, je vous ai mis le chiffre de 2020 pour vous donner une idée par rapport à 5 ans. Il y a 5 ans, ce chiffre était de 46 000 tonnes. Donc ça a presque triplé. Mais je pense que là, on est arrivé à un seuil assez critique où il n'y a plus beaucoup de possibilités de croissance. Par contre, ce qu'il est intéressant de savoir et qu'on n'a pas mis dans la slide, c'est que Rungis, vous en avez peut-être entendu parler, vient de passer un accord écrit avec une zone, Abu Dhabi Port et une de leurs zones franches qui s'appelle Kizad pour installer le même modèle de Rungis ici à Abu Dhabi et créer une plateforme de produits agroalimentaires de gros dans la région, et que ce soit pour de l'import et du réexport. Au niveau de la production locale d'équipements agroalimentaires, donc c'est inexistant aux Émirats arabes unis. Donc là, il y a un possible positionnement de la France, même s'il y a énormément de concurrence de la Turquie, de l'Allemagne et de l'Italie sur ce créneau. On peut passer à la slide suivante, Karine, s'il te plaît. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à intervenir. Oui. Hein.
On passe Oui, voilà. Et, peut-être pour certains un peu rapidement sur certains points. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous stopper pour que l'on revienne sur des choses spécifiques ou qu'on en détaille d'autres. oui, donc le marché du halal, surtout au niveau de la viande, est important, bien évidemment, aux Émirats arabes unis et dans la région en général, hein, que ce soit, ça concerne tous les pays musulmans. Au niveau de la viande halal, vous avez certains pays qui sont quand même très bien positionnés, Brésil de plus en plus, Australie, Nouvelle-Zélande et États-Unis. Il faut savoir, donc, on a listé là sur la slide les certificats qui sont émis en France et qui sont reconnus aux Émirats arabes unis. Donc, malheureusement, il n'y en a que 3. La mosquée de Paris n'est pas reconnue. Donc, c'est à tenir en compte, à prendre en compte si vous êtes dans le secteur de la viande. Et puis, je voulais parler aussi un peu des salons sectoriels agroalimentaires qui sont importants dans la région. Donc, vous avez le Gulf Food, dont certains exposent peut-être, qui a lieu tous les ans au mois de février. D'ailleurs, BCI a toujours au moins 10 à 15 exposants sur ce salon. C'est le salon de la région, on va dire, prédominant, avec environ 70 exposants français par an. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, encore une fois, comme les Émirats arabes unis sont un hub, vous allez avoir aussi énormément d'acheteurs, et c'est le retour aussi qu'on a des entreprises qu'on rencontre et qu'on accompagne. C'est que ce qui est intéressant, c'est que c'est un salon régional. Donc, vous allez avoir des acheteurs aussi bien d'Europe, d'Asie et d'Afrique qui vont venir, et d'Arabie Saoudite, parce qu'en fait, aujourd'hui encore en Arabie Saoudite, il n'y a pas énormément de salons. Vous avez un salon spécialisé bio qui a, lui, le lieu plutôt au mois de mai, et puis un salon qui est dédié plutôt au secteur de l'hôtellerie au mois de septembre tous les ans. Donc, tous les salons ont repris en présentiel à Dubaï, enfin, après le Covid. Donc, on est un peu en période, enfin, on est assez plutôt en période post-Covid, puisque là, sur Gulf Food, en mois de février dernier, il y a eu 70 entreprises françaises et je ne sais pas combien de visiteurs, mais c'était énorme. Donc voilà, tu peux passer à la slide suivante, s'il te Avant de plaît. passer à la slide suivante, tu peux donner le nom du salon bio peut-être? Oh, bonne question, je m'en souviens plus. Il faut que je On le recherche. donnera plus Ouais. tard avec les Ouais, dates. Et puis le je salon vais de le l'hôtellerie remarquer. aussi. Oui. Je rajouterai ça dans les diapos avant de mettre la présentation en ligne sur BCI Info. Oui. Il y a des questions peut-être sur le halal. C'est vrai que c'est un point crucial. Vous êtes souvent nombreux à interroger Eric et à lui demander des infos là-dessus. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. De toute façon, c'est obligatoire d'avoir la certification Bien halal sûr. si vous voulez vendre de la viande surtout. Et puis après, sur certains autres produits, c'est vraiment du cas par cas. Oui, voilà. Alors, je vous disais tout à l'heure que, par exemple, des entreprises comme Nestlé, Unilever, etc., sont présentes ici. En fait, on recense aujourd'hui aux Émirats arabes unis, sur tout le territoire, 700 usines agroalimentaires quand même, donc ce n'est pas négligeable, surtout de la transformation. Et il faut savoir que les Émirats arabes unis, c'est, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, un marché de réexport. Donc, aussi bien au niveau des produits finis, des produits non transformés que des équipements, la plupart un certain nombre, entre 25 et 25% de ces produits, sont réexportés vers des produits comme surtout le reste de la zone GCC, Iran, Pakistan par exemple. Donc, il y a une certaine volonté d'accroître la production locale avec la mise en place de zones industrielles où il est facile, entre guillemets, de s'implanter. Donc, on en a cité certaines. Donc, Kizad, qui est là où s'implante Régis, par exemple, et où vous avez des avantages fiscaux si vous voulez monter une usine, par exemple, de transformation ou de production. Une fréquence de renouvellement de machines rapides. Donc là, on a mis l'exemple de Ojan, qui est un producteur de boissons sucrées ici, qui amortit typiquement son matériel sur 6 ans.
Donc, les usines en local sont en recherche d'innovation et de conseils sur l'optimisation de la production et la digitalisation de la production, gestion des ressources en électricité et en eau. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose, les énergies renouvelables et les économies d'énergie sur lequel les Émirats arabes unis ont beaucoup mis l'accent ces dernières années. Donc, ce qu'on voit de plus en plus ici, c'est que certains centres commerciaux ou certaines usines s'équipent de panneaux solaires sur leur toit pour pouvoir générer de l'électricité et être moins dépendants justement de l'électricité de Dubaï ou d'Abu Dhabi et de réduire leurs coûts à ce niveau-là. Nous, on a une entreprise française ici qui est dans la transformation d'épices, qui est une filiale de Fauchon, qui s'est équipée de ce système et qui produit 70% de ses besoins en électricité via ses panneaux solaires. Slide suivante, s'il te plaît. Alors, l'alcool, c'est un peu particulier aux Émirats arabes unis, donc c'est, comment dire, c'est un marché assez fermé dans le sens où la production est interdite, où vous avez seulement certains magasins qui peuvent vendre de l'alcool. Donc, vous n'allez pas avoir de l'alcool comme en France dans les supermarchés, etc. Donc, c'est certaines chaînes qui sont spécialisées dans la distribution de ce type de produits. Et jusqu'à récemment, ça a été aboli à la fin de l'année, mais pour pouvoir, vous, en tant qu'étranger, pouvoir acheter de l'alcool, vous deviez avoir une licence d'alcool, en fait, qui vous permettait d'acheter une certaine quantité d'alcool qui est variable en fonction de votre revenu. En gros, plus vous gagnez, plus vous pouvez consommer de l'alcool. C'est un peu anecdotique, mais c'est comme ça. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'alcool aussi, ou la consommation d'alcool est réglementée dans le sens où les hôtels ou les restaurants, pour pouvoir avoir la possibilité de vendre de l'alcool, doivent avoir une licence qui est assez chère. Donc, typiquement, par exemple, les restaurants qui sont dans certains centres commerciaux ou dans certaines zones de Dubaï ou d'Abu Dhabi où il n'y a pas d'hôtel, où il n'y a pas de licence, ne vendent pas d'alcool. Et puis surtout, c'est un produit qui est énormément taxé à 200%, donc qui est beaucoup plus cher qu'en France. Donc, un restaurant va vendre une bouteille de vin 3 fois le prix d'achat pour nous en tant que consommateurs dans les restaurants. Donc, c'est assez cher pour nous, pour tout le monde. Donc, les deux acteurs majeurs, c'est MMI, qui est une filiale en fait du groupe Emirates, les avions, et puis African Eastern. Donc, ça, c'est les deux qui détiennent la plupart du marché. Et puis, il y a quelques distributeurs aussi indépendants qui sont basés soit à Dubaï, Abu Dhabi ou à Ras Al Khaimah, qui est un des autres gros Émirats où il y a pas mal de petites boutiques où vous pouvez acheter, vous, en tant que consommateur, du vin. La France a un bon positionnement, donc c'est le premier fournisseur aux Émirats, mais bon, il faut savoir que c'est quand même un marché très mature et concurrentiel et que du fait de la diversité de la population ici, vous allez avoir des populations qui ne vont pas être forcément intéressées par du vin européen, on va dire, et qui vont être plutôt consommateurs de vin du Nouveau Monde, type Australie, États-Unis ou Afrique du Sud. Donc là, les produits français sont en concurrence souvent avec ce type de vin qui sont aussi parfois moins chers. On peut passer à la slide suivante. Alors, ce qu'il faut comprendre au niveau du secteur agroalimentaire, en tout cas surtout au niveau des produits transformés, c'est que, sauf pour les équipements agroalimentaires, on vend très peu en direct. Donc, c'est un secteur qui est articulé autour de grossistes, importateurs et distributeurs. Donc, grossistes plutôt pour tout ce qui est fruits et légumes, par exemple, parce qu'on brasse énormément de quantité, et des distributeurs sur des produits transformés, sur de la viande, sur des produits d'épicerie fine. Donc, le distributeur est aussi là pour en fait importer votre produit, va souvent
faire du groupage dans un port ou dans un aéroport en France, va importer ici, va se charger de dédouaner les marchandises, de l'entreposer, de l'enregistrer auprès de Dubai Municipality, puisque tous les produits agroalimentaires doivent être enregistrés auprès de la Dubai Municipality, et puis après de le distribuer ici, que ce soit en GMS ou Horeca. Alors, le conseil que je donne aux entreprises souvent, c'est qu'il ne faut pas négliger les distributeurs dans le sens où ils sont énormément sollicités, ils ont énormément de produits dans leur portefeuille. Donc, c'est vrai qu'ils ont tendance à vendre ce qu'ils vendent tout seuls sans de véritable stratégie commerciale derrière. Donc, vous, en tant qu'entreprise, il est vraiment important, une fois que vous avez identifié le distributeur avec lequel vous voulez travailler, de lui faire sentir que vous êtes là et de le soutenir derrière, de faire le tour au cours de 2 ou 3 voyages par an avec lui des clients finaux et de former leurs équipes aussi à vos produits. On a une On peut… question, Milena, d'Olivier, Oui, où je oui, te je ne laisse vois pas les terminer questions, donc je te laisse terminer oui. sur cette diapo et puis on va répondre à la question d'Olivier, remarque. Ce sera peut-être Oui, plus donc juste clair par dans rapport ce à ce que sens. je disais, c'est, si on a investi dans la région, c'est pas… Vraiment, ce que je conseille, c'est de ne pas venir seulement lors d'un salon ou d'une mission de prospection. Il y a vraiment un travail de suivi derrière qui est important si on veut vraiment investir dans la région. Oui, donc je veux bien prendre la question. Alors oui, Olivier, bonjour Olivier, nous pose la question suivante. Depuis la hausse des produits alimentaires en Europe suite à la crise du Covid, la guerre en Ukraine, la hausse de l'énergie, etc., est-ce que tu vois les prix qui augmentent chez Carrefour, Spinneys, Lulu, enfin toutes les grandes enseignes de distribution? Est-ce que tu vois une hausse du prix des produits importés? Et deuxième question, est-ce que les prix ont augmenté aussi pour les produits locaux? OK. Alors, les prix ont augmenté beaucoup à l'import, effectivement, surtout quand vous avez des produits à base de blé, etc. Ce qui a augmenté énormément aussi, c'est le prix des hydrocarbures, enfin de l'essence. Donc, que ça soit pour nous en tant que consommateurs local, donc le distributeur forcément va être impacté, le transporteur va être impacté. Donc oui, tous les produits ont augmenté là. Moi, je le vois au niveau du panier moyen que j'ai personnellement à Carrefour. Ça a augmenté dans le sens où avant, on arrivait à trouver des produits moins chers. Comment dire, qu'en France, au niveau des carrefours, etc. Maintenant, ça a tendance quand même à augmenter. Au niveau de la production locale, je dirais que c'est encore maîtrisé. Eux, ce qu'ils ne veulent pas avoir, c'est une inflation qui augmente énormément. Donc, ils essayent de maîtriser les coûts au niveau de la production locale, mais au niveau des importations, en fait, ils sont indirectement, comment dire, touchés. Mais oui, ça a augmenté. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que l'on passe au point suivant? Ça a répondu à ta question, Olivier? C'est bon pour toi? On peut passer au point suivant? N'hésitez pas à activer vos micros, hein. Alors, est-ce que tu as une idée en pourcentage de la hausse de ton panier moyen? C'est plutôt 10%, 15%? Moi, je dirais 15%. Sachant que les distributeurs, eux, prennent une marge de 20 à 30% dans l'agroalimentaire aussi. Hein. On peut passer, Oui, vas-y, à la stratégie on de peut vente, passer à la parce que slide c'est assez suivante. lié. C'est assez lié. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le secteur est organisé autour des distributeurs. Donc, certains distributeurs sont spécialisés GMS, d'autres Horeca et d'autres traitent les deux types de clientèle. Et puis, vous avez ceux qui vont faire du produit pas du produit de niche, mais plutôt de l'épicerie fine. Et sur certains aussi qui se sont spécialisés, surtout depuis le Covid, sur le e-commerce. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, c'est vrai que c'est important pour nous, quand on accompagne une entreprise dans ce secteur, de savoir où vous vendez, comment vous vendez pour pouvoir
vous proposez le bon distributeur. Donc, ce qu'on observe, c'est que souvent, donc, une entreprise voit 1, 2, 3, 4 distributeurs. Certains distributeurs vont vous demander l'exclusivité. Je ne le recommande pas dans un premier temps, ou alors demander une certaine quantité en face. Et puis, de faire un essai avec le distributeur sur, par exemple, 4 à 6 mois et de voir si ça marche, sinon vous changez. Oui, vas-y. Donc ça, c'est bon. On va passer à la slide suivante aussi. Oui, c'est ça. Donc, comme je vous ai dit, vous avez le commerce de détail qui sont les hypermarchés, supermarchés, épiceries, coopératives, stations-service. Et il faudrait rajouter le e-commerce parce que c'est devenu très important maintenant, surtout depuis le Covid. Donc, vous avez certaines applications qui existent qui recensent tous les supermarchés où vous pouvez commander même ne serait-ce qu'une ou deux bouteilles d'eau et qui vous livrent à domicile. C'est très, 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 très commun ici. Et puis, l'industrie de la restauration avec les hôtels-restaurants, il y a énormément, un gros parc hôtelier. J'y reviendrai dans les slides suivantes. Traiteur, catering pour certaines industries, notamment pétrolières et les écoles. Et puis, les hôpitaux, il y en a beaucoup, de plus en plus. On peut passer à la slide suivante aussi parce que je crois qu'on parle des supermarchés. Donc, au niveau des supermarchés, vous avez de présent Carrefour. Donc, la particularité de Carrefour, c'est qu'ils sont en joint venture avec Majid Al Futtaim, qui est un groupe local. Et donc, Carrefour a un pouvoir de décision qui est vraiment, qui n'a rien à voir avec la France, en fait. Donc, ils ont des acheteurs locaux, énormément de Français dans leurs équipes, ce qui quand même favorise aussi la visibilité des produits français et aussi un développement de plus en plus de leurs marques en propre, MDD, Carrefour, et puis d'autres marques pas en propre. D'autres chaînes intéressantes, ce sont Waitrose, donc qui a un positionnement premium, qui est une chaîne anglaise avec aussi Spinaise. Vous avez Union Coop, qui est plutôt une chaîne locale, avec des produits moins chers, Hyper Panda et aussi Lulu, le groupe Lulu qui a énormément de supermarchés ici. Ce qu'il est intéressant de savoir aussi, c'est qu'en fonction du quartier où la population habite, l'achalandage des supermarchés ne vont pas être les mêmes. Par exemple, le carrefour de Mall of the Emirates, qui est plutôt dans un quartier, on va dire près des quartiers européens, va avoir beaucoup plus de produits européens versus le carrefour de Deira, qui est un autre quartier de Dubaï, où il y a une population beaucoup plus asiatique, qui va avoir un achalandage totalement différent avec beaucoup moins de produits français. Donc, ça tient aussi compte de la population du quartier dans lequel vous vivez. Et puis, le panier moyen est assez élevé aussi ici. Donc, je dirais en euros, le panier moyen, ça doit être aujourd'hui dans les 125, 130 euros par semaine, au moins, pour une famille de 3, 4 personnes. On va passer à la slide suivante. Alors, les autres canaux de distribution, donc, ce sont les épiceries fines qui ont été montées, certaines par des Français. Par exemple, French Bakery, c'est une chaîne de pâtisserie et boulangerie française qui a bien pris et qui vend aussi ou distribue des produits d'épicerie fine français. John's The Grocer, qui est plutôt australien. Lafayette Gourmet, qui a les galeries Lafayette ont la particularité ici d'être gérées par plutôt des Libanais, donc ils ont aussi un pouvoir de décision qui n'est pas du tout dépendant de Lafayette en France. Et puis les stations-service qui ne sont pas à négliger parce qu'elles ont toutes un petit supermarché avec une large gamme de produits sur pas mal d'épiceries fines. Un exemple spécifique, c'est Adnoc qui a passé récemment un accord avec le groupe Casino et leur marque Géant,
Donc, toutes les stations-service ADNOC ont un petit supermarché géant depuis quelques mois. La restauration hors foyer est très importante ici parce qu'il y a une grosse culture de manger dehors ou de se faire livrer et de fast-food. Donc, c'est un créneau à ne pas négliger du tout. Et puis, Je suis désolée, je ne sais pas ce qui ouais, se passe. c'est l'animation. C'est les- l'animation. les diapos bougent tout seuls, c'est infernal. Ouais. Alors, attends, on en était où? La prochaine. Je vais récupérer là où on était. La prochaine. Encore. La prochaine. Encore la prochaine. Voilà. Voilà. Donc, comme je vous disais, la restauration hors foyer est très importante avec le e-commerce aussi qui s'est développé. Pour passer donc au canal suivant qui est plutôt l'hôtellerie-restauration, donc qui n'est pas à négliger parce qu'il y a un gros parc hôtelier sur Dubaï et Abu Dhabi notamment, et les plus petits Émirats comme Ras Al Khaimah et Fujairah qui se développent énormément avec du tourisme à la semaine pour des populations étrangères telles que les Russes, les Allemands, les Anglais. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Le parc hôtelier a énormément cru aussi ces dernières années grâce à l'Expo universelle et aussi au fait que vous allez avoir cette année au Qatar la Coupe du Monde 2022 et le Qatar n'ayant pas un parc hôtelier suffisamment important, les Émirats arabes unis vont en profiter indirectement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de chefs français ou de responsables F&B au sein de ces parcs hôteliers et Accor, le groupe Accor qui a une grosse présence ici avec ses Sofitel, Novotel, Movenpick, Ibis, etc. On peut passer à la slide d'après, s'il te plaît, sur… Mais en fait, il y a une C'est minuterie parce qu'il y a sur les diapos et il faudrait que j'enlève ça. Voilà. Alors, juste quelques mots sur vous en tant qu'entreprise, comment vous pouvez vous implanter. Donc, quel que soit le secteur d'activité, donc vous avez une possibilité d'implantation soit en zone franche, soit en territoire national. Théoriquement, quand vous êtes en zone franche, vous ne pouvez vendre qu'à d'autres entreprises qui sont spécialisées qui sont installées en zone franche, sachant que de toute façon, la plupart des distributeurs sont eux aussi installés en zone franche. Vous pouvez aussi vous implanter en territoire national. Donc, quand vous êtes en zone franche, juste pour terminer dessus, vous êtes le seul actionnaire de l'entreprise et vous détendez, vous êtes à 100% actionnaire de l'entreprise. Quand vous êtes implanté sur le territoire national avec un sponsor local, donc vous êtes deux partenaires, donc il a 51% des parts de votre société, mais au niveau quand la structure se crée, il y a un side agreement qui est signé où il renonce à ses droits sur les bénéfices. Et en fait, le sponsor local, il faut plus le voir comme un prête-nom plutôt qu'autre chose. Dans l'agroalimentaire, honnêtement, à part si vous voulez construire une usine, c'est et encore, c'est très rare que les sociétés s'implantent sur le territoire national. Donc voilà, et puis de toute façon, à partir du moment où vous êtes plutôt sur un modèle de distribution, il y a peu d'entreprises qui décident de s'implanter en propre, mais on a quand même, pour vous donner quelques exemples, on a le groupe Bell ici, la marque Saint-Michel de biscuits, on a Lactalis, on a, qu'est-ce qu'on a d'autre comme… Délices France qui sont implantés ici, mais qui sont tous sur des zones franches. Et puis ensuite, vous pouvez aussi, en tant qu'entreprise, penser à détacher un VIE ici. L'avantage du dispositif VIE, c'est que, c'est souvent, et notamment, je sais qu'au niveau de la région Bretagne, c'est un dispositif qui est financé par la région à hauteur de certaines parties. Nous, en tant que chambre, on héberge des VIE aussi depuis une quinzaine d'années. Moi, je suis leur tutrice pour les structures qui n'ont pas encore de structure ici. Donc, on les porte, on fait leur visa, on les encadre, etc.
Et puis, il y a une autre possibilité aussi d'avoir une présence locale qui n'est ni VIE, ni création de structure, ni distribution, c'est du portage. Donc, le portage, qu'est-ce que c'est? C'est que vous détachez un employé ici, mais comme vous n'avez pas de structure et pas de licence, vous allez passer par une société de portage qui va porter votre employé, mais ça sous-entend que cet employé va surtout travailler de la maison puisqu'il ne pourra pas avoir de bureau puisqu'il n'a pas de licence. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça, parce que je ne vois pas la N'hésitez fenêtre pas à prendre. de questions. Quelques conseils maintenant sur la façon de faire des affaires aux Émirats arabes unis. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. Attendez, je vois qu'il y a quelque chose. Donc, la spécificité, c'est que dans la zone Alors, en général… excuse-moi, Milena, Oui. de te couper avant de passer au conseil. Alors, excusez-moi, j'ai le téléphone qui sonne aussi. Question, est-ce que tu connais le taux d'occupation des hôtels en ce moment? Ah, bah, c'est bonne question en fait parce qu'avant la crise Covid, le taux d'occupation était de 85 à 90%. Forcément, pendant le Covid, ça a baissé et on n'a encore pas suffisamment de recul ou de chiffres, on va dire, officiels depuis la reprise parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que, le pays a été un des premiers pays à se réouvrir à la fin du Covid et que de deux, on a bénéficié d'un énorme flux de visiteurs à cause de l'expo universelle. Et puis maintenant, comme il n'y a plus besoin de tests Covid pour venir ici, enfin voilà, il y a le Covid, on est plutôt dans une période post-Covid. Je dirais honnêtement, de ce que j'ai vu des prix, je pense qu'on est aux alentours de 70 à 75% actuellement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que l'on passe au conseil pratique? N'hésitez pas, hein, c'est le moment. Moi, j'avais une question d'ordre réglementaire. Oui, bonjour. Je sais pas si c'est bonjour. Je sais pas si c'est abordé par la suite. Alors, Je voulais qui savoir parle, quels. pardon, vous pouvez vous présenter? Ah bonjour, Je vois- Tanguy Gestin. Je suis de la Oui, société Tanguy, bonjour. Zalg. Nous, on distribue, on a des clients en prospect encore à Dubaï, et on a des questions d'ordre sanitaire. Je voulais savoir, enfin, quelle était un peu les législations et les besoins, en tout cas, de certificats sanitaires pour l'export à Dubaï. Bah, ça dépend du produit. C'est un peu difficile Oui, de répondre à votre mais est-ce question, qu'il y mais a en des fait, choses. Allez-y, pardon. normalement, c'est le distributeur qui vous… Enfin, je ne sais pas si vous êtes en contact avec un distributeur et quel est votre mode de commercialisation, mais comme je disais tout à l'heure, c'est le distributeur qui se charge d'enregistrer le produit au niveau de la municipalité de Dubaï et donc D'accord. aussi de vous demander les certifications sanitaires dont il y a besoin. Qui vont être revues par la municipalité de Dubaï ou d'Abu Dhabi, hein, puisqu'il n'y a pas que Dubaï, et de les enregistrer aussi auprès de l'ESMA, qui est l'organisme de certification le plus reconnu aux Émirats arabes unis. D'accord. Et Donc je me après, quand il y a des questions spécifiques, je peux aussi vous mettre en relation avec le représentant douanier de l'ambassade de France ici, qui a peut-être plus d'informations que moi, parce qu'en fait, il travaille énormément avec les douanes de Dubaï. Hein. Ok, d'accord. Voilà, mais vous pouvez, si vous avez une question spécifique à mes coordonnées à la fin de la présentation, vous pourrez m'adresser un mail et je me ferai un plaisir de Mais vous aviez trouver sollicité les informations. un entretien, Tanguy. Je vous ai envoyé un petit mot Oui, ce matin, donc on peut organiser une visio demain avec plaisir. si vous êtes disponible. On se recontacte après. Si Ça d'ailleurs il y a marche. d'autres personnes qui sont intéressées pour que l'on organise une visio, c'est très simple. Hein. Vous pouviez solliciter un rendez-vous lorsque vous êtes inscrit, mais il est encore temps de le faire. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous souhaitez que l'on échange en visio avec Milena après le webinaire, cet après-midi ou demain, ou la semaine prochaine si les dispos l'imposent. Oui, moi demain, je ne peux pas. Par contre, je suis à Abu Dhabi D'accord. avec une délégation, mais la semaine prochaine, avec plaisir. Alors, la spécificité qu'on avait dans la région en général et aux Émirats arabes unis, c'est qu'on avait un week-end décalé jusqu'au 1er janvier de cette année, avec un week-end vendredi et samedi. Les Émirats arabes unis ont souhaité se démarquer et s'aligner en quelque sorte sur le reste du monde en bougeant ce week-end finalement le samedi et le dimanche, donc comme tout le monde. Donc vous pouvez, il n'y a pas de visa en tant que ressortissant français
vous n'avez pas de visa à demander pour venir ici, puisque quand vous arrivez, vous avez automatiquement ce qu'ils appellent un visite ou touriste visa. Donc, mois de juillet, août, franchement, ça a évité, parce que l'activité au mois d'août est très réduite comme en France, et puis parce que il fait très, très, très chaud, 45 degrés. Et puis, la période de Ramadan, même si dans l'agroalimentaire, c'est un peu moins vrai, est à éviter aussi parce que, en fait, la plupart de vos acheteurs potentiels vont être très, très occupés parce que c'est une période où la consommation augmente, que ce soit au niveau GMS ou Horeca, avec l'organisation de beaucoup d'iftars et toute la population musulmane qui doit préparer des iftars et dont comment dire, la consommation augmente. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez une taxe d'import de 5% et depuis le 1er janvier 2018, une TVA de 5% pour l'instant. La taxe, elle s'applique à tous les produits sur les produits de première nécessité, donc ça va être de l'agroalimentaire et des produits de santé. Donc sur l'agroalimentaire, c'est plutôt tout ce qui est, on va dire, ingrédients ou matières premières. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, certains produits alimentaires, notamment l'alcool, tout ce qui est halal et maintenant les boissons sucrées, le tabac, font l'objet d'une législation spécifique. Qu'est-ce que tu entends, toi, par ingrédient? Parce qu'on n'a peut-être pas la même sémantique. Donc, les produits de base, Ben, farine, sucre, etc. C'est ça dont tu parles? oui, farine, sucre, ça peut être aussi les produits de base au niveau des fruits et légumes comme pommes, tomates, pommes de terre, ce genre de choses. Tu peux passer à la slide suivante. Alors, quelques spécificités culturelles pour comprendre un peu la culture d'entreprise. Bon, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'au niveau agroalimentaire, il y a peu de, enfin, il n'y en a pas en fait. Il n'y a pas de locaux qui travaillent dans ce secteur. Vos interlocuteurs vont être souvent soit nord-africains, soit en provenance des pays arabes, donc ça peut être Égypte, Liban, Jordanie énormément, et soit européens. Donc déjà au niveau culturel, c'est moins difficile, mais la relation temps est déterminante. C'est-à-dire que faire du business ici, même si dans l'agroalimentaire, c'est encore un peu moins vrai, ça peut aller très vite, comme ça peut aller très doucement. Donc, il ne faut pas hésiter à relancer vos interlocuteurs. Et ce qui est aussi important, surtout dans la culture arabe, donc que ce soit un Égyptien, un Jordanien, un Libanais surtout, ou même un Indien, c'est la connaissance personnelle de votre interlocuteur, dans le sens où c'est un peu mal pris des fois d'attaquer le vif du sujet en début d'entretien. Donc, il est de coutume de demander comment ça va, de demander des nouvelles de la famille et de ne pas rentrer dans le vif du sujet tout de suite, de prendre le café, le thé, etc. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ils attendent de vous une certaine ponctualité au rendez-vous, même si eux ne sont pas ponctuels. Et puis surtout, c'est que vous pouvez être interrompu par des appels pendant votre rendez-vous avec vos interlocuteurs. Il ne faut absolument pas se formaliser et absolument pas penser qu'ils ne sont pas intéressés par votre produit. C'est juste une culture c'est quelque chose de très répandu dans la culture arabe et asiatique. Tu peux passer aux slides suivantes encore. Voilà, encore. Alors, ce qui est important, c'est vraiment d'investir dans la région. Donc, ne pas venir une fois et ne pas et dire que on va vendre tout seul. Le suivi donc d'une mission d'un salon est aussi très important parce que bon, le mail va être utilisé pour une première approche, pour un mail de suivi, de remerciement, mais après il faut absolument décrocher son téléphone. Les gens reçoivent tellement de mails ici que il y en a peu qui les lisent. Et qu'en fait, ce qui est important, c'est de récupérer le 06 ou 07, l'équivalent ici de votre interlocuteur, parce que beaucoup de la communication va se faire par WhatsApp. Nous, par exemple, quand on fait des missions de prospection, on prend les rendez-vous par mail, par téléphone, et on reconfirme la veille par WhatsApp avec notre interlocuteur. Donc là, on va dire la frontière entre la vie personnelle et la vie du travail est assez ténue de ce fait.
puisque eux, ils ont l'habitude d'écrire le soir, le week-end, peu importe s'il faut. Toujours reconfirmer ces rendez-vous la veille parce que, un, ça se décante des fois du jour au lendemain, ou de deux, c'est des personnes qui sont souvent en déplacement, donc leur agenda peut bouger. Donc, il faut investir humainement dans la région. Ça, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Quand vous signez un contrat de distribution, ce que je recommande aussi aux sociétés, c'est de relire votre contrat de distribution par un juriste local. C'est important. Voilà. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Qui souhaite prendre la parole ou peut-être partager une expérience? Je sais que certains d'entre vous ont déjà des flux d'affaires avec les Émirats. Peut-être que vous pouvez partager quelques anecdotes, quelques conseils qui seraient toujours bénéfiques aux autres participants. Oui, ou poser des questions. Et Je ne sais évidemment, pas s'il y en aussi a qui poser des exposent questions. sur Gulfood ou qui sont déjà en partenariat avec un distributeur sur place. Personne ne souhaite poser de questions ou prendre la parole? Timide. Vous êtes timide ce matin. Et Oui, ton bonjour. exposé. Ah, bonjour. Qui nous Bonjour. parle? Alors, Mathilde de la Belle-Illoise. Bonjour Mathilde. Voilà, moi, j'ai juste une question. Après, ça rentre peut-être pas trop dans le sujet. Enfin, c'est plus du parti réglementaire aussi. C'est par rapport à l'étiquetage des produits. Oui. Parce Oui. que donc nous, on a un partenaire aux Émirats. Et du coup, voilà, je voulais juste avoir confirmation que l'étiquetage, il est obligatoire en arabe et en anglais ou juste en arabe? Non, alors l'étiquetage en arabe sur le produit fini n'est pas obligatoire parce que la plupart de ce que font l'étiquetage en arabe est obligatoire. Mais ce que font beaucoup d'entreprises, c'est qu'elles font du surétiquetage. Donc, D'accord. nous, en tant que consommateurs, ici, quand on va acheter un produit de pâte ou une conserve, en fait, vous avez la conserve ou le produit de pâte d'origine qui va être, par exemple, en français et en anglais, ou en anglais seulement. Et puis, il y a un surétiquetage qui est fait en arabe. D'accord. OK. Et le surétiquetage en arabe est obligatoire, par contre. D'accord. OK. Bon. Ouais. OK. Donc, Très bien. par exemple, sur des produits Carrefour ou sur des produits Bonduel ou je ne sais pas, moi, le paysan breton, vous avez tout le temps une petite surétiquette. Par contre, ce que je ne sais pas, c'est si c'est le distributeur qui C'est s'en ce que charge sur j'allais place. demander, Non, ouais. je crois que c'est vous qui je crois que c'est l'entreprise qui le C'est au fait producteur de faire ce sur place. Ouais, oui. Mm. OK. Bon, bah, ça marche. Merci pour votre réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, je rebondis sur cette question, Tanguy également. Oui. Donc là, c'est plutôt pour du B2C ou B2B2C, mais en B2B aussi, on a ces obligations d'étiquetage, enfin de surétiquetage, en tout cas en arabe, pour passer les douanes. B2B, dans l'ORECA alors, c'est ça? Comment? Dans l'ORECA, c'est ça? Dans l'Eureka? Dans le Vous me dites, réseau hôtellerie-restauration, Ah vous oui, faites oui, en des RHF, études. oui, en RHF, oui, on n'a pas le même. je pense que c'est obligatoire juste pour pouvoir dédouaner le produit et passer D'accord, la. Ouais. ok, ça marche. Merci. Bon, de toute façon, s'il y a d'autres questions qui vous viennent après, n'hésitez pas encore une fois à à solliciter un entretien. Posez vos questions bien par mail avant, au cas où on aurait besoin de chercher les éléments de réponse, et puis de façon donc à ce que la visio que l'on organisera soit effective, et puis qu'on vous y apporte toutes les clés de réponse. Alors, je vois Oui. une autre question écrite. Quel est le réseau social qui fonctionne le plus pour communiquer sur les produits et les marques? Instagram, Facebook ou autre? Ils sont très Instagram ici. Et en tant qu'entreprise, c'est LinkedIn aussi, hein. Quand on fait du professionnel, alors du B2B, c'est LinkedIn, B2C, c'est Instagram. Facebook, de moins en moins. Instagram, ouais. Très Instagram, TikTok, Twitter. Mm. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que l'on clôture ce webinaire?
Bon, si vous avez des questions, alors la présentation de ce matin sera en ligne sur BCI Info incessamment sous peu. On a quelques petits compléments à rajouter sur certaines diapos. Dès que ce sera OK, on mettra en ligne sur BCI Info, donc vous pourrez retrouver tous ces éléments. Vous avez normalement déjà les coordonnées d'Éric Voland, qui est votre chargé d'affaires agro. Les miennes, vous les avez lorsque vous recevez mes invitations au webinaire. Je vous ai mis aussi dans la présentation les coordonnées de nos collègues en CCI territoriale qui peuvent vous aider principalement très efficacement sur les questions techniques et réglementaires. Donc les certifications, les homologations que vous devez apporter pour pouvoir exporter là-bas. Voilà, toute la phase amont, diagnostic, etc. peut vous être apportée par nos collègues en CCI territoriale. Et puis vous avez les coordonnées de Milena également. Tu voulais Oui, et rajouter quelque chose? n'oubliez pas qu'on sera représenté à l'Open de À l'Open. l'International le 4 juillet avec notre directrice générale Agnès Lopez-Cruz. Voilà. Qui est Mais visible le sur la 4 juillet, c'est peut-être un peu loin pour certains d'entre vous. Je ne sais pas si Oui, vous non, avez mais déjà après, engagé des démarches. moi, je On suis est à votre disponible pour dispo. un entretien Zoom ou téléphone à tout moment. Il n'y a pas de souci, hein. On sera ravis de répondre à vos questions, de vous accompagner, bien évidemment. Donc, merci à toutes et à tous. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de clôturer ce webinaire. Je vous invite à regarder dans l'agenda sur vos événements sur le site web les prochains jeudis de l'agro qui vous ont proposés. Regardez aussi les autres webinaires parce qu'il y a des choses qui sont transversales et multisectorielles, enfin qui touchent l'agri et l'agro, ou des webinaires qui vous proposent des techniques pour aborder tel ou tel marché. Donc, n'hésitez pas à regarder tout l'agenda. Et puis, une fois par mois, en fin de mois, vous recevez la fameuse newsletter où tous les événements que nous organisons vous sont proposés. Les salons, les rendez-vous d'acheteurs ainsi que les réunions d'information. Donc, voilà, on reste à votre entière disposition pour la suite. Encore une fois, c'est très facile d'organiser des visios. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour que j'organise ça avec Milena. Et puis d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de prochains webinaires BCI. Bonne fin de journée à toutes et à tous et merci pour votre présence ce matin. À bientôt. Merci à toutes et à tous. Au Merci revoir. Milena, à bientôt.